Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 19 avril. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump annonce l'envoi d'une délégation américaine au Pakistan dès demain pour relancer les négociations avec l'Iran tout en menaçant de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers. Fermeture du détroit d'Ormuz, les forces navales iraniennes interceptent et forcent 2 pétroliers à rebrousser chemin alors qu'ils tentaient de franchir le détroit stratégique. L'autorité palestinienne s'apprête à organiser des élections municipales à Deir el-Balah, la ville-centre de la bande de Gaza. Le scrutin prévu le 25 avril marquera les premières élections locales organisées à Gaza depuis 2005. En Algérie, lancement de l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2026 portant sur 7 nouvelles zones destinées à l'exploration des hydrocarbures. Et puis des responsables politiques espagnols pressent la communauté internationale à garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Bonsoir à tous. Le président américain Donald Trump a annoncé ce dimanche qu'une délégation américaine serait au Pakistan demain pour relancer les négociations avec l'Iran tout en menaçant de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers. Dans un message sur les réseaux Truth Social, Trump a également accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu qui expire dans 3 jours en lançant des attaques dans le détroit d'Ormuz. Le président américain a écrit qu'il offrait à l'Iran un deal raisonnable. Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine conduite par le vice-président J.D. Vance à un niveau sans précédent entre les deux pays depuis la révolution islamique de 1979 s'était conclu, pour rappel, le 12 avril par un échec. Et défendant le programme nucléaire de son pays, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé ce dimanche que l'Iran cherchait à faire valoir ses droits, que les États-Unis s'attelaient à saper à travers l'intimidation. Nous n'avons pas déclenché la guerre, nous n'avons attaqué personne, nous n'avons d'ailleurs aucune intention d'attaquer qui que ce soit. Nous revendiquons nos droits. Ils tentent par l'intimidation de nier les droits d'une nation, d'une société. Ils prétendent avoir décidé que vous ne devez pas exercer ce droit. Pourquoi? Pour quel crime? Qui êtes-vous pour décider? De son côté, le président du Parlement iranien et négociateur en chef Mohammad Baqir Qalibaf a indiqué que la politique de l'Iran envers les États-Unis était un processus d'engagement réciproque où les États-Unis faisaient un pas et l'Iran en faisait un autre. Notre politique est également celle d'une action progressive, un engagement contre un autre. Ils font un pas, nous faisons un pas. Il ne devrait pas arriver que nous remplissions nos engagements alors qu'ils ne le font pas. Nous avons essayé de procéder en tenant compte des expériences passées malgré le climat de méfiance ambiant. Il existe actuellement plusieurs points de désaccord. Ils ont des opinions spécifiques sur le nucléaire ainsi que sur les questions relatives au détroit et aux autres sujets similaires. Tandis que nous, en tout état de cause, restons fermes sur nos propres positions. L'Iran a exigé que les États-Unis abandonnent toute pression et préjugés pour restaurer la confiance. Selon Téhéran, seul un respect mutuel sans diktat permettra de débloquer les négociations.
Ce que les Américains doivent comprendre, c'est que les États-Unis doivent gagner la confiance du peuple iranien. C'est l'étape la plus importante qu'ils doivent franchir. S'ils veulent vraiment agir de bonne foi, ils doivent abandonner leur approche des négociations fondée sur des préjugés et une volonté de nous imposer quoi que ce soit. Ils ont déjà constaté qu'une telle approche est vouée à l'échec. Et toujours selon le négociateur en chef iranien, tout manquement au cessez-le-feu déclenchera simultanément la guerre, l'arrêt des négociations et le blocage du détroit d'Ormuz. ما اینجا به هر حال آتش بس اونجا برقرار شد ناقص یعنی اگر ما Quoi qu'il en soit, un cessez-le-feu a été instauré, mais il était incomplet. Comme je l'ai déjà clairement expliqué, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous n'appliquez pas le cessez-le-feu, nous le respecterons pas du tout. Nous déclenchons la guerre et nous interrompons les négociations. Ces deux actions sont simultanées. Nous arrêtons les négociations et nous entamons la guerre. Ils n'ont respecté le cessez-le-feu que partiellement, sans conviction. Cela est dû aussi à leur manœuvre trompeuse. Cependant, nous sommes restés fermes et finalement ils l'ont accepté. C'est pourquoi nous avons fermé le détroit d'Ormuz. Nous le leur avons même déclaré explicitement. Nous fermerons le détroit d'Ormuz et nous poursuivrons la guerre. Nous avons utilisé tous les moyens à nos dispositions. De cette manière, nous avons pu imposer notre volonté et nos exigences. Et toujours au volet diplomatique, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a indiqué ce dimanche que l'Iran et les États-Unis avaient tous deux la volonté de poursuivre les pourparlers pour mettre fin à la guerre. C'était en marge du forum diplomatique d'Antalya, où il a reconnu qu'il subsistait encore un certain nombre de désaccords. Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. Ortada. Yani bu herkesin malumu. Güzel olan şu. Les négociations ont atteint un stade critique, c'est un fait connu. Le point positif est que les deux parties poursuivent les pourparlers avec sérieux et sincérité. Elles ont la volonté de continuer. Non seulement les parties concernées, mais le monde entier est franchement soulagé par le cessez-le-feu actuel. Bien entendu, son maintien est important pour tous. Un cessez-le-feu de 2 semaines est une bonne chose, mais le dossier est tellement vaste qu'il sera impossible de régler tous les problèmes en si peu de temps. Une nouvelle prolongation sera donc nécessaire. J'espère qu'elle sera accordée. Je suis optimiste. Cependant, certains points restent à clarifier. Nous constatons que les négociations sont en grande partie terminées. Du moins on l'espère, mais des divergences subsistent sur 1 ou 2 points cruciaux. Görüyoruz ama çok kritik bir iki başlıkta hala görüş farklılıkları devam ediyor. Et je vous le disais en titre, les forces navales iraniennes ont intercepté et forcé 2 pétroliers à rebrousser chemin ce dimanche alors qu'ils tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. Selon l'agence de presse Tasnim, les forces armées iraniennes sont intervenues pour intercepter 2 navires battant pavillon botswanais et angolais. Après avoir reçu des avertissements formels, les 2 pétroliers ont été contraints de modifier leur trajectoire et de se retirer de la zone. Par ailleurs, l'Organisation de l'aviation civile iranienne a annoncé le rétablissement progressif des vols internationaux depuis l'aéroport de Mashhad dans l'est du pays à compter de demain. Selon l'agence Tasnim, cette décision fait suite à la réouverture partielle de l'espace aérien iranien entamée il y a 24 heures. Le plan de reprise s'articule autour de 5 phases stratégiques, à savoir la sécurisation des vols de transit, le rétablissement des liaisons en provenance de l'Est, la réouverture des aéroports de la capitale Merhabad et Imam Khomeini, et enfin la remise en service des infrastructures aéroportuaires de la zone ouest. Au Liban, cette fois, l'autre front de la guerre au Moyen-Orient, le ministre turc des Affaires étrangères a accusé l'entité sioniste de chercher à créer un fait accompli au Liban en dépit du cessez-le-feu en vigueur, tout en dénonçant la politique expansionniste de l'entité sioniste, dont l'ombre du bras de fer Téhéran-Washington.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'embuscade qui a coûté la vie à un casque bleu français au Liban et en a blessé 3 autres. Dans un message publié sur X, Guterres a exhorté toutes les parties à respecter la cessation des hostilités et le cessez-le-feu et a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du soldat de la paix tombé en mission de rétablissement de la paix. Au Liban, toujours des habitants du sud du pays, notamment ceux de Nabatiyeh, retournent dans leur foyer dévastés par l'agression de l'entité sioniste, et ce après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, je vous le rappelle, de 10 jours. Malgré la destruction, ces Libanais sont déterminés à rester chez eux. Amal Amzian Zitouni. Dans les méandres de son appartement soufflé par une roquette sioniste, Darin avance prudemment. Le verre brisé au sol n'est qu'une partie infime du désastre qui entoure cette mère de famille. Nous étions assis quand soudain nous avons eu l'impression qu'un ouragan s'abattait sur notre maison. Tout nous est tombé dessus. Ma première pensée a été pour mes enfants. Je les ai donc mis à l'abri un par un dans une autre pièce. Dieu merci, nous sommes sortis indemnes. Chanceux de pouvoir retourner dans leur appartement malgré la dévastation, la mère de famille et ses enfants prennent des forces avant de préparer leurs affaires en prévision d'une éventuelle fuite. Le mur éventré de l'appartement donne un aperçu de la violence de la frappe sioniste. D'ailleurs, l'état de ce quartier de Nabatiyeh en dit long. Je suis en train de faire mes valises, mais je ne pense pas m'enfuir. Cependant, si quelque chose arrive, je pourrai partir. Hossein Kouhail est lui aussi de retour dans le quartier. Il constate avec amertume les dégâts sur ses biens. Son véhicule et son magasin ont été durement touchés lors du bombardement sioniste. La roquette a frappé ici et ma voiture a été endommagée. Il y avait de la marchandise à l'intérieur. Même ma boutique a été touchée, mais avec l'aide de Dieu, tout peut être réparé. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient interdit à l'entité sioniste de poursuivre ses bombardements au Liban au lendemain de l'annonce du cessez-le-feu. Cet accord entre le Liban et l'entité sioniste a renforcé l'espoir d'une fin prochaine du conflit parallèle à celui qui oppose les États-Unis à l'Iran. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit également. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève à 72 551 martyrs et 172 274 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et je vous en parlais en titre, l'autorité palestinienne s'apprête à organiser des élections municipales à Deir el-Balah, ville du centre de la bande de Gaza, offrant ainsi aux habitants la possibilité de voter pour leurs représentants locaux dans l'espoir de reconstruire des communautés ravagées par la guerre génocidaire de l'entité sioniste. Le scrutin prévu le 25 avril marquera les premières élections locales organisées à Gaza depuis 2005. Le fait que des élections aient été absentes de la bande de Gaza pendant 20 ans et que suite à une décision de l'autorité palestinienne, le retour soit désormais une bonne nouvelle, nous donne l'espoir d'un changement et la possibilité d'aller de l'avant après des années de privation, notamment après la guerre. En tant que personne déplacée, j'espère que les candidats fourniront des services aux personnes déplacées et aux camps, tels que l'assainissement, et qu'ils lutteront contre la prolifération des rongeurs et des nuisibles. Et 15 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en 24 heures en Cisjordanie occupée. Selon le bureau d'information des prisonniers, les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Naplouse, Qalqilia, Ramallah,
Elles sont accompagnées d'intimidations, d'agressions sur les détenus et leurs familles et de tirs directs avec l'intention de tuer, ainsi que des sabotages et de destruction sur les maisons des citoyens. Et de plus en plus d'attaques de colons sionistes sont rapportées en Cisjordanie occupée. Habitations, voitures, tous les biens appartenant aux Palestiniens sont dans le collimateur dans le but de les contraindre à quitter leur terre. Ils ont brûlé les câbles électriques du portail et brisé 2 fenêtres. Ils se sont ensuite rendus chez les voisins, ont brisé la vitre et lancé un cocktail Molotov. Mon voisin ici est un médecin qui vit à Atlanta en Géorgie. Ils ont tenté de mettre le feu à la charpente extérieure en bois. De nombreux incidents visant en particulier les Américains d'origine palestinienne, car 80% des habitants de Turmus Aya ont la double nationalité. Nous prenons donc généralement contact avec l'ambassade et le département d'État, mais cela ne sert à rien. Ce que font actuellement les colons, c'est une annexation de facto. Ils empiètent progressivement sur les terres, en particulier celles de Turmus Aya, en établissant des avant-postes ici et là, et en se rapprochant ainsi de plus en plus de Turmus Aya. Allez, parlons énergie. En Algérie, le ministre d'État algérien, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a présidé ce dimanche à Alger la cérémonie de lancement de l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2026 portant sur 7 nouvelles zones destinées à l'exploration des hydrocarbures. À cette occasion, Mohamed Arkab a souligné que l'Algérie s'affirmait comme un partenaire énergétique fiable et stratégique, garantissant des approvisionnements stables grâce à ses vastes ressources, ses infrastructures de pointe et son expertise industrielle locale. Le ministre algérien de l'énergie qui a précisé que l'Algérie, via le NAFT et Sonatrach, offrait un accompagnement complet et des partenariats flexibles basés sur le partage des risques. L'objectif est d'attirer l'investissement étranger en misant sur une expertise industrielle fiable et une vision prospective claire. L'Algérie s'impose comme une destination énergétique de premier plan et un partenaire de confiance, œuvrant à garantir un flux d'approvisionnement sûr et durable vers les marchés mondiaux. Elle contribue activement à la stabilité des marchés énergétiques grâce à sa position stratégique à proximité de l'Europe, à l'abondance de ses ressources naturelles et à ses infrastructures et transports et d'exportation de pointe. En tant que partenaire engagé, l'Algérie assure des approvisionnements stables et réguliers, même dans les contextes les plus complexes. À cela s'ajoutent ses capacités considérables en matière de fourniture d'énergie, notamment l'électricité issue de ressources renouvelables, ainsi que la disponibilité d'équipements industriels liés au secteur des hydrocarbures. Ces équipements, produits localement par des entreprises algériennes publiques et privées, répondent aux normes et standards internationaux. Enfin, l'Algérie dispose d'un capital humain hautement qualifié et spécialisé dans l'industrie du pétrole et du gaz. Mohamed Arkab a également souligné que l'Algérie lançait l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2026 et le projet TSGP pour s'imposer comme hub énergétique mondial. Ces initiatives visent à attirer l'investissement étranger et sécuriser l'approvisionnement en gaz vers l'Europe. تمثل جولة العطاءات Algeria Bid Round 2026. L'appel d'offres Algeria Bid Round 2026 constitue une opportunité concrète pour renforcer la sécurité énergétique mondiale. Dans cette optique, nous œuvrons à consolider le positionnement de l'Algérie en tant que hub énergétique régional à travers le développement de projets structurants d'envergure et à portée stratégique. C'est notamment le cas du projet de gazoduc transsaharien TSGP qui est de nature à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'intégration énergétique.
Le président de l'Assemblée algérienne, l'APN, Brahim Bourali, a tenu à Istanbul, en Turquie, une rencontre bilatérale avec le président du Conseil consultatif nigérien de la refondation, Mamadou Harouna Djingare, en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger et a également permis d'évoquer les relations au niveau parlementaire en vue de renforcer la concertation et la coordination entre les institutions législatives des deux pays. Et je vous disais en titre, des responsables politiques espagnols pressent la communauté internationale de garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Enrique Santiago, leader du Parti communiste espagnol, a exigé l'organisation immédiate d'un référendum, rejetant toute option ignorant les droits légitimes de la population. Réaffirmant en soutien historique au Front Polisario, il a appelé l'Union européenne à la détermination pour instaurer une solution politique juste et durable. Cette mobilisation parlementaire vise à instaurer des initiatives urgentes conformément aux principes de l'ONU pour mettre fin au conflit au Sahara occidental. Il annonce par un député espagnol de porter le cas d'Ibrahim Babit et Salah Din Sabbar devant la Commission des Affaires étrangères, marque un tournant dans l'internationalisation du dossier des détenus sahraouis en grève de la faim depuis 13 jours à la prison d'Aït Melloul 2 pour dénoncer leurs conditions de détention. Ces deux étudiants mobilisent désormais l'attention des instances parlementaires européennes. Cette initiative politique vise à renforcer la pression diplomatique sur Rabat tout en relayant les appels croissants pour l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Ce développement souligne l'urgence humanitaire et la vigilance accrue de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme dans les centres pénitentiaires marocains. Et toujours dans l'actualité africaine, la Commission de l'Union africaine a exprimé ce dimanche sa profonde préoccupation et condamné fermement les informations faisant état de la décision de l'entité sioniste de nommer un ambassadeur dans la région du Somaliland. Cette condamnation par la Commission de l'Union africaine est survenue au lendemain d'un communiqué conjoint de 12 ministres des Affaires étrangères, dont celui de l'Algérie, condamnant dans les termes les plus fermes l'annonce par l'entité sioniste de la nomination d'un envoyé diplomatique auprès de la soi-disant Somaliland. La Commission réaffirme le respect indéfectible de l'Union africaine pour la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie, conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et au droit international. L'Union ne reconnaît pas le Somaliland comme un État indépendant. L'Union africaine demeure déterminée à soutenir la paix, la gouvernance et la cohésion nationale en Somalie. La République démocratique du Congo et le groupe armé M23 ont conclu un accord permettant l'acheminement de l'aide humanitaire à l'est du pays, ravagé par 30 ans de conflit, et la libération des prisonniers dans un délai de 10 jours, selon un communiqué conjoint publié ce dimanche à l'issue de pourparlers en Suisse. Pour rappel, la RDC et le Rwanda ont entériné en décembre un accord de paix sous l'égide des États-Unis qui n'a pas mis fin au combat. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche et dans le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine a annoncé qu'un jeune de 16 ans a été tué à son domicile par une frappe présumée dans la ville de Tchernihiv, au nord du pays. Les services d'urgence ont indiqué que le corps de l'adolescent avait été retrouvé par les secouristes alors qu'il déblayait les décombres d'une maison endommagée, tandis que 4 autres personnes ont été blessées lors de l'attaque. Et une frappe de drone ukrainien a ciblé des zones industrielles à Novoukuy, Bichevsk et Sirzan, dans la région russe de Samara. Les deux villes abritent d'importantes raffineries de pétrole. Une maternité a également été touchée par un drone. Aucun blessé n'a été signalé.
Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.